Bonjour à tous. Avec Christophe, on a souvent l'occasion d'échanger, de discuter sur la relation client, sur nos convictions, nos visions par rapport à ça. Et ce qu'on voulait faire aujourd'hui, en tout cas ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de partager avec vous cette vision, cette conviction que j'ai par rapport à l'écoute client, l'importance de l'écoute client. Et même dans un secteur qui peut paraître aussi opaque que celui de la banque, eh ben, il faut des profils comme les nôtres pour venir changer les choses, donner la parole aux clients et transformer tout ça. Est-ce que vous avez remarqué comme nous sommes devenus bavards aujourd'hui? Nous allons au restaurant, on va prendre en photo l'assiette qu'on va manger et on va aller la partager sur Instagram. On passe la nuit à l'Ibis à côté de la filature, on va aller on va laisser un avis sur la page TripAdvisor de l'hôtel. On en discutait ce matin avec Nicolas. Un train qui arrive en retard, tout de suite on va aller se jeter sur Twitter pour aller dire notre mécontentement ou essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est un phénomène assez normal. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec Alexandre. C'est qu'avec Internet, c'est facile de prendre la parole, n'importe qui peut le faire. Alors parfois, on s'en passerait bien aussi. Mais en tout cas, c'est une réalité. 55% des Français ont déjà déposé un avis sur un professionnel. Voilà, cette réalité peut avoir un intérêt parce qu'on peut savoir ce qui se dit sur une marque. C'est un intérêt pour deux acteurs que j'identifie. Le premier acteur, ce sont les autres utilisateurs, les autres clients, qui sont des consommateurs de ces avis. On a vu un chiffre passer, moi j'en ai un autre, c'est que 77% des Français vont consulter les avis des autres. À côté de ça, moi j'identifie un deuxième acteur, pour qui ces avis peuvent être importants, ce sont les marques. En tout cas, j'en représente une aujourd'hui. Et ces avis, en tout cas par rapport à ces avis, les marques ont généralement deux postures qu'elles peuvent adopter, en tout cas que je constate. La première posture, c'est celle de faire l'autruche. Alors faire l'autruche, c'est super facile pour une marque, surtout généralement quand les dirigeants sont assez peu matures sur le digital, ils en ont peur, ou alors que l'entreprise, même si elle peut se dire orientée client, finalement elle ne l'est pas vraiment, elle n'écoute pas ce qui se dit. Par contre, de faire l'autruche pour une entreprise, c'est prendre des risques importants en termes d'irréputation, en termes de satisfaction client, et aussi ça laisse éventuellement le terrain libre à des concurrents. Et si parmi vous, vous n'êtes pas encore des entreprises qui êtes à l'écoute des avis des clients sur Internet, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas seul, puisque aujourd'hui aujourd'hui 2/3 des entreprises font encore l'autruche. C'est un chiffre moi, qui m'a assez frappé, parce qu'on en parle quand même assez souvent. On en est à pas mal d'éditions de l'IREBD. Et ce qui veut dire que ce sont des entreprises qui se coupent aussi de ce que disent leurs clients, qui se mettent en risque par rapport à leur réputation. Mais c'est une posture finalement qui est presque assez normale. On en parlait ce matin en conférence. Souvent, on arrive sur les médias sociaux quand on est une marque parce que voilà, c'est un effet de mode. C'était Catherine qui disait ça, c'est un effet de mode, il faut y être parce que le concurrent ou parce qu'il y a un nouveau média social qui s'est lancé. Alors moi, j'ai vécu l'extrême inverse. J'ai vécu cette question de l'autruche, cette politique de l'autruche. Je me souviens quand je suis arrivé il y a 6 ans à la Banque Populaire, j'ai commencé à travailler sur la stratégie social media que je suis venu présenter en comité de direction. Et en face de moi, j'avais des postures très conservatrices. Et il y a une réflexion qui m'a vraiment marqué quand j'ai commencé à dire il faut qu'on aille sur les médias sociaux pour telle raison, pour aller toucher telle cible, etc. Moi, on m'a répondu ça. On m'a dit mais attendez, si on ouvre une page Facebook, les clients ils vont venir râler. Et alors, je répondais tout de suite en séance et dire mais justement, qu'ils viennent râler sur nos espaces. Parce que finalement, pour nous, c'est une super opportunité. De toute façon, les clients, ils ont quelque chose à dire et ils vont aller le dire. Donc autant leur donner la possibilité de l'exprimer. Et pour nous, en tant que marque, c'est l'opportunité de pouvoir leur répondre.
Et là-dedans, finalement, quand on est une entreprise qui est orientée client, ou en tout cas quand on ne veut pas faire l'autruche, on peut faire quelque chose qui est très important, qui est de la relation avec son client. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose dans une entreprise commerciale comme la nôtre, c'est que le client, c'est ce qu'il y a de plus important. Le fondateur de Walmart, le numéro 1 de la distribution dans le monde, disait il y a un seul patron, c'est le client. Et il peut licencier tout le personnel, du directeur jusqu'à l'employé, en allant dépenser son argent ailleurs. Donc pour nous, la satisfaction client doit être un élément clé auquel il faut qu'on s'intéresse, qu'on s'en préoccupe énormément. Alors c'est pour ça qu'on s'est, en tout cas que la posture, qui est la deuxième posture de la marque, qui est pour moi la plus importante, c'est d'écouter ce qui se dit, et surtout de prendre la parole, de répondre à nos clients sur les médias sociaux. Alors répondre, c'est bien. Alors ça peut prendre plusieurs tournures, on parle de community management ou juste de relations clients. En tout cas, c'est une chose qui est importante, c'est que quand un client vient sur nos espaces et vient nous remonter quelque chose, en plus généralement nous concernant, c'est généralement pas pour venir nous faire un bisou ou nous dire des paroles gentilles, c'est avec un ton qui peut être souvent agressif. En tout cas, on se rend compte, ou je me rends compte de mon expérience de plusieurs choses, c'est qu'en tout cas, dès lors qu'on commence à l'écouter, à lui apporter un début de réponse, eh ben, le soufflet descend tout de suite, retombe tout de suite, parce que finalement, il a l'impression, il est écouté, et pour lui, c'est ce qui est important, c'est qu'il a en quelque sorte l'impression d'avoir transféré la responsabilité à la marque. Maintenant, la balle, elle est dans notre camp. C'est à nous de lui apporter une réponse, de réenchanter quelque part l'expérience client. Maintenant, une fois qu'on va lui répondre, alors moi, dans la stratégie social media, j'ai fixé comme objectif à l'équipe qu'on réponde à toutes les sollicitations, qu'elles soient positives ou négatives. Je vous rassure, oui, on a quelquefois des sollicitations positives qui nous arrivent. En tout cas, on va tout y répondre, et surtout, on va y répondre avec le ton adapté aux médias sociaux. Quand on est une banque, on ne va pas tutoyer les clients, mais par contre, quand on est sur les médias sociaux, j'ai juste oublié, hop, je passe là. Quand on est sur les médias sociaux, on va utiliser le ton de ces plateformes-là. Généralement, c'est un ton qui est direct. On le disait ce matin aussi, on peut se permettre d'utiliser de l'humour. On attend aussi une relation qui est plus humaine. On n'est pas un numéro client, on est un humain avec un prénom. Donc on va appeler la personne par son prénom. Nous, on va signer aussi avec notre prénom. On ne va pas être un obscur service machin. Et puis on va surtout éviter toutes les formules de politesse un peu alambiquées qu'on va retrouver dans des emails, dans des courriers, veuillez agréer, cher monsieur, chère madame, etc. Et finalement, je résumerai, nous, le ton qu'on va donner aux médias sociaux de cette façon-là, c'est de parler à ses clients comme à des amis, l'argot en moins, le vouvoiement en plus. Et on était dans une posture où on avait plutôt tendance à subir les sollicitations de nos clients, puisqu'on était là finalement, nous, dans nos stratégies, d'être présents là où nos clients sont. Et ben, nos clients, ils viennent nous contacter là où nous sommes. Du coup, on s'est mis, nous, dans une posture, plutôt que de subir la relation client sur les médias sociaux, et ben, on va la mettre au cœur de notre relation client, et on va la proposer. On va proposer ces canaux de contact aux clients. Hop, c'est passé. Du coup, il y a un an, on a pris la décision de pousser Twitter, Facebook Messenger dans la relation client. On a proposé ces canaux à nos clients. Et derrière, on a monté des équipes, une vingtaine de conseillers à distance. On est un peu sur le même profil que Nicolas évoquait ce matin. C'est plutôt des téléconseillers pour qui on fait évoluer le travail. Et en plus, ils apprécient parce que finalement, ils ont l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. Ils deviennent en quelque sorte des community managers. Et on a mis aussi des experts Internet à côté qui répondent, en plus de Facebook Messenger et de Twitter, ils répondent aussi par chat, par email et par demande de rappel. Et pour nous, le constat, il est très intéressant, c'est que finalement, ça nous a permis de diminuer très fortement le volume d'appels, et ça nous a permis aussi d'améliorer la satisfaction client. Même si finalement, on est dans un format de contact qui est asynchrone, parce que il n'a pas forcément sa réponse tout de suite, comme au téléphone. Par contre, il a une réponse rapide. Et finalement, ce qui intéresse le client, c'est surtout d'avoir une réponse rapide, et on va lui apporter une réponse en 1 heure en moyenne.
Pour compléter le dispositif, on a mis en place en parallèle des canaux alternatifs, une aide en ligne, où finalement c'est de donner l'autonomie au client, c'est de lui permettre de pouvoir trouver une réponse à la plupart de ses questions assez facilement. Et là-dedans, toujours dans cette possibilité d'écoute, c'est de lui donner la parole. C'est pas juste lui présenter des contenus, c'est aussi qu'on récupère du feedback par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce contenu. Et donc, on lui propose de nous laisser un commentaire à la fin de chaque article. Cette démarche-là de collecte de feedback nous permet de pouvoir détecter des irritants, de pouvoir détecter des erreurs qu'on pourrait mettre dans des réponses qu'on va faire. Mais en tout cas, on va l'analyser tous les mois. On va se faire un reporting tous les mois, qu'on va aller partager aux équipes, aux responsables produits, et qu'on va partager aussi aux équipes de développement. Pour eux, c'est un feedback qui est primordial pour pouvoir faire évoluer les choses. On avait par exemple un irritant qui remontait très souvent dans ces feedbacks-là. Alors, je ne sais pas si on a des clients Banque Populaire dans la salle. Vous avez sûrement connu, vous connaissez sûrement, ce petit boîtier bleu pour faire des transactions, pour valider des opérations sensibles, que ce soit pour ajouter un bénéficiaire, valider un paiement en ligne, pour faire un virement. Ça, c'est un point de crispation pour nos clients parce que bien souvent, quand on a besoin de faire ce type d'opération, on ne se balade pas avec cette calculette. Alors c'est hyper sécurisé, mais on ne l'a pas toujours avec nous. Et surtout, c'est assez compliqué à utiliser. On a écouté ces remarques et puis on a lancé cette année un dispositif où en fait on va embarquer un système tout aussi sécurisé mais directement dans le smartphone, et le smartphone on se balade quand même assez souvent, surtout nous, avec. Mais voilà le genre de feedback, ce que ça peut nous apporter. Et surtout après, quand on va regarder d'autres éléments, nous, ce que l'aide en ligne nous a apporté comme retour du comportement de nos clients, c'est que finalement, dans un cas sur deux, avant d'aller chercher l'information sur nos espaces, ils sont déjà allés interroger Google. D'où l'importance pour nous d'être présents et surtout visibles aussi en dehors de nos espaces. Parce que si on ne l'était pas, on prendrait le risque que d'autres personnes apportent la réponse. Ça peut être des hackers, ça peut être des concurrents, ou ça peut être des personnes qui ne maîtrisent pas le sujet. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est important. Simplement, Google, dans tous vos comportements, je pense que vous fonctionnez à peu près pareil que moi, c'est le point de départ de beaucoup de nos parcours sur Internet. Admettons, on va se mettre dans une situation où je recherche une agence Banque Populaire. On est à Mulhouse, je vais chercher une agence à Mulhouse, et là en tapant ça, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai une fiche agence qui remonte et qui est très très visible. Et à travers cette fiche agence, qu'est-ce qu'on remarque tout en haut à droite, avec les petites étoiles, ce sont les avis. Et là, sur les avis, on l'a vu tout à l'heure, 77% des Français vont consulter ces avis. C'est une donnée qui devient très très importante. Et en tout cas, pour nous, elle l'est. Et on mesure maintenant, on suit ces avis-là. Alors on est en train de tester un outil qui va nous permettre de centraliser, de remonter les avis qui concernent nos 250 agences, et on va y répondre directement. Et dans le processus qu'on a instauré, c'est d'y apporter une réponse. Finalement, c'est le même processus qu'on va avoir par rapport aux médias sociaux. Et c'est une notion qui me paraît importante parce que 79% des Français vont regarder si la marque a apporté une réponse ou pas. Et imaginez le cas si, pour les 2/3 d'entreprises qui font l'autruche, il n'y a pas de parole. Il y a une question, il n'y a pas de parole. Et nous, là-dedans, dans le feedback, finalement, dès qu'on a un avis qui est fait sur une fiche agence, on va copier l'avis et on va le partager au directeur de l'agence ou à notre direction satisfaction client. Et il n'y a pas très longtemps, on a un directeur à qui on a remonté un avis comme ça, très négatif. Alors pour lui, ça a été un électrochoc. Parce qu'il avait effectivement eu un rendez-vous comme ça avec son client, et puis il n'imaginait pas à quelle vitesse un client qui a eu un rendez-vous insatisfaisant allait l'exprimer tout de suite sur Internet. Et donc pour lui, ça a été un électrochoc. Et suite à ce message, il a sensibilisé toute son équipe à la qualité de l'accueil en agence. Et puis surtout, il a essayé de contrebalancer aussi la chose en se disant, si les clients mécontents s'expriment, quand j'ai un entretien qui se passe bien, je vais aussi encourager le client à exprimer sa satisfaction. Et donc maintenant, il va collectionner les 5 étoiles. Alors on peut
en investissant les espaces, on est sur les médias sociaux, on va suivre les avis sur Google, etc. Donc on commence à avoir quand même des informations assez globales sur ce qui se dit sur ma marque et on peut apporter des réponses. Par contre, on a des trous dans la raquette. Parce que finalement on peut prendre la parole assez facilement sur Internet de façon publique, visible et sans forcément identifier la marque. Donc si ça ne se passe pas sur mes espaces, je ne peux pas être au courant. Le moyen de le contourner, c'est d'investir dans un dispositif de veille qui va me permettre finalement d'avoir une vision assez globale sur ce qui se dit sur ma marque, de pouvoir le quantifier. Et en le quantifiant, ça me permet aussi de dégager des tendances, des sujets qui reviennent régulièrement. Avec toutes ces informations, de pouvoir comprendre et de connaître mes clients, de pouvoir identifier éventuellement des influenceurs, des gens sur qui on pourrait s'appuyer ou des gens qui nous aiment absolument pas. Et puis de détecter des irritants et des risques. Notamment, pour nous, ça c'est un enjeu qui est assez majeur dans le domaine bancaire, c'est de pouvoir se préparer en cas de crise sur notre réputation. Et tout ça, ça doit concourir à améliorer la satisfaction client. Alors là-dedans, on est une banque régionale, on est une sorte de grosse PME, donc on n'a pas la force de frappe d'une entreprise comme la SNCF. On n'a pas de profil de data analyst, en tout cas de veilleur chez nous. Donc en fait, c'est une prestation qu'on sous-traite. C'est une prestation qu'on sous-traite et on s'appuie sur les équipes de Bluebot pour faire ça. Donc là, dans le fauteuil que vous voyez derrière, devant les écrans, on a Hervé qui monitore toute notre présence. Alors, il s'est un peu laissé pousser les cheveux, mais il monitore tout ce qui se dit sur notre marque et puis tous les jours, il va remonter des alertes sur ce qui se dit par rapport à notre marque. Et là-dedans, moi, ça me permet d'avoir une vision assez globale de ce qui se dit et surtout aussi, dans une démarche orientée client, d'avoir une démarche proactive. Parce que un client qui va dire quelque chose, si ça reste dans le vide, ça ne sert finalement pas à grand-chose. Et là, on a un cas qui est très intéressant d'un client sur Twitter qui partage son expérience. Il rencontre un problème pour faire un virement international, justement avec ce petit boîtier bleu qui lui pose tant de problèmes. Alors, il ne nous mentionne pas. Donc on ne pouvait pas le détecter, nous, sur Twitter comme ça, sauf faire une recherche manuelle. Hervé nous remonte l'alerte, on regarde ce qui se passe, et ça tombe bien, on a des choses à lui dire. Donc on lui répond, et puis on lui annonce en plus une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouveauté et qu'il peut l'utiliser. Et les échanges sont terminés avec un client qui est satisfait. Voilà en tout cas un exemple pour moi de ce que ça doit être une relation client qui doit être passive, active et aussi proactive. Simplement, toutes ces informations qui nous reviennent, alors je ne sais pas si c'est comme ça aussi vous dans vos secteurs d'activité, mais on va avoir plutôt des informations liées à des dysfonctionnements, à des mécontentements. Ce qui fait qu'on va avoir une information qui est un peu biaisée. Parce que finalement, est-ce que c'est représentatif de tout ce que pensent nos clients? Et surtout, à partir de ces informations, est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose pour améliorer notre service client, pour améliorer nos produits ou nos services, ou même en créer? Henry Ford disait ceci, c'est que si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides. Et nous, on a typiquement ce cas-là, surtout sur des produits qui peuvent être plus ou moins complexes. Quand je vous prenais le cas du dispositif de relation client, nous, on avait dans les enquêtes de satisfaction, il y a encore pas si longtemps que ça, ou même sur les médias sociaux, ce qui nous revenait souvent, c'était la difficulté à nous joindre par téléphone. Et derrière, ce que nous demandaient les clients, c'était embaucher plus de conseillers pour répondre au téléphone. Alors, nous, on a pris le problème à l'envers, c'est qu'on s'est dit, on va essayer de regarder, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils nous appellent. Et parmi les principaux motifs, les 5 principaux motifs, on en avait 2 qui ressortaient, c'était de consulter le solde de son compte et de faire un virement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un conseiller par téléphone pour faire des opérations aussi simples qu'on peut faire soi-même? Surtout que se pose là un problème évident de sécurité. Du coup, plutôt que d'embaucher des conseillers, on s'est dit on va plutôt proposer un nouveau service à partir de ça. Et c'est là qu'on a déployé l'aide en ligne
et des experts disponibles sur des canaux alternatifs pour les accompagner à faire ces démarches en toute autonomie. Et tout ça, ça nous amène finalement à repenser le rôle du marketing aujourd'hui, du marketing digital, où finalement on devient fondamentaux dans l'entreprise. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est un avis que vous partagez, qu'on regagne en quelque sorte nos lettres de noblesse dans l'entreprise. Parce qu'avec un dispositif d'écoute et des espaces de communication, on devient en quelque sorte des ambassadeurs des clients dans l'entreprise, en tout cas c'est comme ça que je considère mon rôle, c'est que je dois me faire le porte-voix des clients dans l'entreprise. Et à côté de ça, quand on va compléter avec des données qu'on va analyser, qui viennent du Web Analytics, qui viennent d'enquêtes de NPS, qui viennent par exemple d'A/B testing, et bien finalement, toutes ces informations nous placent comme une vigie de l'entreprise. Et là, notre rôle, il devient d'autant plus stratégique, et on est dans les fondamentaux du marketing, c'est qu'on est là pour comprendre qui sont nos clients, quel est son comportement, quels sont ses besoins. On doit les anticiper et surtout on doit proposer des nouveaux services ou améliorer nos services en tenant compte de son comportement, en tenant compte de son parcours. Et là-dedans, comme le client, on le met au cœur de l'entreprise, en tout cas c'est la démarche que j'essaie de porter à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, c'est que quand on va développer ces nouveaux produits, ces nouveaux services, eh ben, on va intégrer les clients dans la boucle. Je suis en train de travailler moi sur la création de communautés de clients. Et j'ai fait un premier test cet été où en fait sur le projet de notre futur site internet, donc oui, s'il y a des clients parmi nous, ça va bouger, on a un nouveau site internet qui arrive, et ben on a testé sur un panel utilisateur ce nouvel outil, parce que finalement les futurs utilisateurs, c'est pas nous, c'est vous, c'est en tout cas nos clients. Donc en tout cas, si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait des démarches comme ça de panel, je serais très, très intéressé de pouvoir partager l'expérience avec vous. Et en tout cas, ce que je voudrais dire en conclusion comme ça, c'est que nos clients sont bavards. On est bavard sur les médias sociaux et là on a une opportunité unique en tant que marque, c'est d'écouter ce qu'ils ont à nous dire et puis après nous notre responsabilité c'est de pouvoir réussir à transformer toute cette parole, de rendre ça intelligible pour qu'on puisse créer des nouveaux usages autour du client et pour le client. Voilà, merci à vous. Merci Thibaut. Parfait. Il y a des questions qui sont arrivées sur Twitter, mais on va peut-être prendre déjà une question dans la salle, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas sûr comment marche votre compte en ligne. Hein. Je ne suis pas conseiller, je ne pourrais pas répondre. Moi j'ai une question en attendant que vas-y. question de sorte. C'est Xavier Noël qui nous demande: les réputations n'est-elle pas la méthode la plus complète et la moins chère pour étudier ses faiblesses et savoir comment faire évoluer ses produits et services? Je ne sais pas si c'est les réputations, c'est quand même, ça fait appel quand même à des outils, à des expertises qui ne sont pas forcément données. Où on a des outils, on peut écouter. Hein, je pense l'outil le moins cher et qui a été beaucoup trop utilisé par les entreprises, c'est d'écouter ce que les commerciaux disent. Donc finalement, en tant que marketeur, on se met un filtre, c'est le filtre du commercial. L'e-réputation, finalement, elle nous donne une nouvelle perspective, c'est qu'on se coupe de ce filtre, on va directement interroger ce qu'il y a. Et effectivement, c'est une méthode qui est assez simple à mettre en œuvre, avec un retour sur investissement qui peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a des recoupements avec d'autres services qui peuvent être faits, justement? Tu penses à quoi comme autre service en intérieur ou... Ouais, avec les personnes qui s'occupent peut-être de la relation client plus physique, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses qui sont recoupées en se disant, bah, nous, on a ces retours-là sur la partie web, mais sur la partie physique, en contact direct avec les utilisateurs, on a ça aussi qui revient. Ah bah ok, on est d'accord, donc à ce moment-là, on va prendre telle décision. D'où l'importance, en tout cas dans ce que je disais tout à l'heure, c'est de recouper les informations. C'est qu'on ne va pas prendre que les informations qui viennent du web de façon brute, on va aussi les recouper avec le feedback de nos clients, de nos conseillers au téléphone. On va reprendre aussi les enquêtes de satisfaction en agence. On va compiler un peu tout ça. On a une direction de la qualité qui va transformer, qui va essayer de dégager des grandes tendances et surtout qui va transformer ça dans des plans d'action. Et puis on va aussi recouper, nous, des informations. On est dans une
banque coopérative avec d'autres banques comme nous, où on partage des produits et des services, et on va mettre en commun toutes ces observations pour les travailler, en tout cas pour répondre au mieux aux besoins des clients. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question qui est apparue? Non? Ok. Si, oui. Ça a été répondu du coup. Oui. Ok. Il y a une question là, Aldric. C'est bon. Ouais. Bon, en tout cas, je vous félicite là pour la présentation. Moi, j'étais particulièrement enthousiasmé. Je vais pas encore changer de banque, mais en tout cas, ça donnait envie. C'était pas mon objectif. Hein. Pour avoir travaillé dans des services web marketing chez des annonceurs, moi, je me suis personnellement heurté sur ce type de démarche à des difficultés en fait à vendre le projet en interne, à démontrer un ROI. Et du coup, je vois qu'il y en a d'autres qui le font, qui arrivent mieux. Moi, je suis super curieux sur comment vous avez réussi à vendre ça au-dessus, en interne, si c'est pas top secret. Comment vous avez convaincu vos dirigeants sur le fait qu'il fallait justement partir de cette écoute sur les réseaux sociaux pour l'intégrer, créer des nouveaux services? Parce que c'est un point sur lequel j'ai pu connaître quelques freins, quoi. Je suis curieux. En plus, avec mes dirigeants, c'était pas forcément évident. Je vous ai montré l'autruche. Moi, voilà ce que j'avais en face. Donc, il faut avoir des arguments. Parfois, on peut avoir les meilleurs arguments du monde. On va toujours nous opposer des choses. J'ai une pratique qui est très simple, en tout cas, que j'ai vachement mis en œuvre, mise en pratique dans la banque. C'est finalement, plutôt que d'arriver avec un projet global, c'est d'aller par petits pas. C'est une pratique qu'on connaît très bien dans le monde startup duquel je venais avant. C'est de faire des preuves de concept, où on va tester sur un petit périmètre, où finalement on n'a pas besoin d'une présentation en codir avec validation, etc. On y va avec un tout petit périmètre. Et quand je vous présentais là, les canaux alternatifs ou l'aide en ligne, on l'a fait sur un tout petit périmètre, sur quelques sujets, avec une toute petite équipe. On s'est monté une preuve de concept en 3 semaines. Ce concept, on l'a testé, on l'a mesuré pendant 3 mois, et avec ces métriques, on avait du factuel qu'on a pu là par contre présenter en comité de direction et dire voilà, ça fonctionne, et maintenant ce qu'il nous faut pour passer l'étage au-dessus, c'est ça. Et par contre, on va leur donner une vision. On va pas dire maintenant il nous faut plusieurs millions pour faire ça. On va dire maintenant on va étendre sur un autre périmètre, et puis sur un autre périmètre. Et au final, au bout de l'année, on a réussi à embarquer tous nos segments de clientèle, du particulier au professionnel, mais finalement en faisant par petits pas. Merci beaucoup. On va être obligé de passer à la suite. Merci Oui. Thibaut, Merci on te Thibaut. remercie. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.